Information est tombée ces dernières minutes et c'est avec elle que je voulais commencer cette émission puisqu'on a appris qu'une fusillade aux couronneries à Poitiers a fait 5 blessés hier soir. Des tensions entre groupes ont éclaté, nécessitant l'intervention de la police et de la gendarmerie. Et c'est le préfet qui s'est rendu sur place. Et le tweet que je vous lis, c'est le tweet du préfet de la Vienne. Des renforts de police seront déployés dès aujourd'hui. Mais ce qu'on apprend, et qui paraît absolument incroyable, et qui montre le climat de guerre civile larvé qui existe dans ce pays, le ministre de l'Intérieur a parlé de 600 personnes. 600 personnes de bandes rivales dans la nuit à Poitiers en train d'en découdre. Donc voilà la France d'aujourd'hui. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Cet événement a commencé à 22h45 hier soir. J'en ai été informé cette nuit. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même très graves. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. Je vous le confirme, bien sûr, c'est lié au trafic de drogue. Donc Poitiers cette nuit, samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier, un enfant de 5 ans à Rennes, 2 balles dans la tête. Il est toujours entre la vie et la mort. Son père est un trafiquant de drogue. Là encore, il s'agit de règlement de compte. Et je me rends à Rennes dans quelques heures. Donc aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Bon, le narco-racaille, oui, intéressant. Oui, le sentiment d'insécurité, disait Monsieur Dupond-Moretti. Oui. Le sentiment d'insécurité. On en est là aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. La mexicanisation du pays, elle est en marche. Elle est en marche et tous les jours. 600 personnes dans la rue. Et rien ne changera. Rien ne changera, madame, messieurs, puisque les solutions qu'il faut prendre, personne ne les prendra. Donc rien ne changera. Continuez. Ça va durer combien de temps ? Mais vous, quand je vous parle du Salvador, ça vous fait rire. Il y a un moment. Donc, continuez. Continuez. Non, le Salvador, c'est en dehors des règles. Mais et ça universellement admises. Et ça, c'est pas en dehors des règles ? Oui. Ça, oui, bien sûr. D'accord. Mais je pense qu'on peut lutter efficacement contre cela. Oui, comment ? Tout en respectant l'état de droit. Oui, voilà, d'accord. Renforcé. Ben, on peut pas, en fait. Voilà. Vous avez toujours pas compris qu'on peut pas ? Parce qu'on le fait pas, Pascal. On ne le fait pas. C'est ça que vous avez toujours pas compris. On ne veut pas le faire. Et aller chercher du côté de la place Vendôme. Oui. Et aller voir ce qui se passe au niveau des peines. Il faut être plus basique que ça. Les 400 ou 600 voyous qui se sont tirés dessus cette nuit, il faut les mettre en prison. Et pour longtemps. Ça demande des moyens de retrouver les 600. Oui, bien sûr. Gros moyens. Oui. Parce que quand vous expliquez, quand vous parlez aux policiers marseillais, ils vous expliquent qu'eux, ils sont en Ligue 2 et que les trafiquants, ils sont en Ligue 1, ils sont beaucoup plus armés qu'eux. Ils ont des moyens. Avec des armes de guerre complètement folles. Après, ce qui est impressionnant, c'est que ça se passe à Poitiers. C'est-à-dire à quel point... c'est à Poitiers, quand même. Mais toutes les villes... ça fait des années, Rachel, que nous le disons. Allez à Nantes, allez à Rennes, allez à Poitiers, allez partout en France. Et Grenoble. Allez à Grenoble. Alors effectivement, il ne s'agit pas de mettre en place des solutions comme le Salvador, bien sûr. Qu'il y a une part de provocation lorsque je dis ça, mais c'est pour créer un électrochoc, pour dire que nous n'y arriverons pas. Mais si. Mais vous dites mais non. Avec beaucoup de moyens policiers, beaucoup de moyens pour la justice, une volonté politique forte, on met ces gens-là en prison. On les met en prison. Il n'y a pas de moyens. Il n'y en a pas. Il y en a plus. Mais il n'y a plus d'argent. Sur la police, il y a plus de moyens. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Le budget du ministère de l'Intérieur continue d'augmenter sur 5 ans. Mais quand vous allez dans de plus en plus de commissariats, il y a une clochardisation des commissariats sur l'état, évidemment, du commissariat lui-même, l'état aussi des voitures de police qu'on leur donne comme moyen. Ça ne suffira pas. 30 ans, 40 ans de faillite, 40 ans de déni, 40 ans de lâcheté. Vous avez le résultat. C'est tout. On paye toutes les factures en même temps. Toutes. Surtout celle-là. Mais oui. Cela dit, le cœur du problème, c'est la drogue. Non, il n'y a pas que ça. On peut aussi parler d'immigration sur ce sujet-là. C'est lié. Personne n'a dit que c'était des immigrés ou des étrangers. On peut parler, effectivement, c'est la drogue. Le problème, c'est la drogue. Elle vient d'où ? Et le problème, c'est la consommation de drogue. Non, le problème, c'est qui consomme la drogue. Depuis le temps que je dis sur ce plateau et ailleurs qu'il faut taxer les consommateurs, c'est eux le problème. S'il y avait moins de consommateurs, il y aurait moins de trafic de drogue. Bon, voyons ce qui s'est passé à Rennes, et on va voir le sujet de Michaël Chailloux, parce que le ministre de l'Intérieur en parlait. 2 fusillades à Maurepas, dans un quartier avec un enfant de 5 ans. Oui. 2 balles dans la tête. 2 balles dans la tête. Entre la vie et la mort. Et voyez le sujet de Michaël Chailloux qui était à Rennes hier.
Étrangement, en cette période de vacances, le quartier de Maurepas à Rennes est vide. Pas d'enfants sur les jeux, rue déserte et bibliothèque fermée. 2 fusillades la semaine dernière, un enfant de 5 ans grièvement blessé à la tête et des tirs encore mercredi soir. Une partie du personnel de la bibliothèque est en congé. Il faut désormais sonner avant d'entrer. C'est normal, il y a de l'insécurité et puis en plus c'est les vacances scolaires, on va pas mettre les enfants en danger quand même. Surtout pour les enfants, voilà, ça sera quand même compliqué. Oui. Donc il vaut mieux fermer. Oui, pour la sécurité des enfants. Mais pas seulement les enfants, pour la sécurité de tout le monde. Le centre d'escalade, installé au cœur du quartier, a suspendu les entraînements lui aussi à cause de l'insécurité due au trafic de drogue et pour interpeller les pouvoirs publics. Porte close donc, les dirigeants réfléchissent à délocaliser les équipements. On a peur de sortir maintenant. On sait qu'on va sortir, mais on ne sait pas si on va rentrer. Les habitants n'attendent pas grand-chose de la visite de Bruno Retailleau. Christine se risque tout de même à une demande. Qui nous implante un commissariat de police dans le quartier. Alléluia, faites une prière. À Maurepas, le barbier et l'opticien ont préféré quitter définitivement le quartier. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont les gens les plus défavorisés. Bien sûr. Parce que dans les beaux quartiers, entre guillemets, il n'y a pas... Il n'y a que les livreurs dans les beaux quartiers. Oui, mais il n'y a pas ce genre de choses. Alors, la mexicanisation du pays, terme, il y a 1 an, on aurait hurlé si on entendait cela. Là, c'est le ministre de l'Intérieur qui en parle, Bruno Retailleau. Parce que Bruno Retailleau, il a quand même quelques avantages, il dit les choses. Oui. Lui, il parle pas de sentiment d'insécurité. Il fait pas rien, honnêtement, ça commence, il fait pas rien. Bien sûr. Même dans les actes, ça commence. Mais vous avez parfaitement raison. Parce qu'on parlait du retour des charters vous avez hier. parfaitement raison. Voilà. Et alors, écoutons-le, parce que il était tout à l'heure sur BFM, et il a parlé lui-même de mexicanisation. Les narco-racailles, ce sont des individus, des trafiquants qui utilisent les moyens les plus féroces, les plus violents pour régler des comptes, pour satisfaire leur envie, leur appât du gain. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça se passe pas, cet enfant, ces risques hier soir, ces 5 blessés, ces fusillades, ça se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes, ça se passe à Poitiers. Dans cette France de l'Ouest que je connais bien parce que j'en viens, qui était réputée jadis pour sa tranquillité. On est, oui, à un point de bascule. Et je pense que le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Vous vous rendez compte ? Quelle honte ceux qui dirigent depuis des années. Quelle honte véritablement de ne pas avoir pris ça en compte. Quelle honte, André Valigny. On peut être en colère parce que d'autres le disent depuis des années. Et qu'on en arrive aujourd'hui à un point de bascule, et qu'on nous explique qu'il y avait un sentiment d'insécurité, je ne vais pas le redire sans arrêt. C'est un scandale ce qui s'est passé en France ces dernières années. Et personne ne fait rien, donc évidemment, on en arrive là. On ne veut pas voir, ça n'existe pas, on ne fait pas de place de prison, rien du tout. On ne fait rien. C'est la preuve. Bruno Retailleau. Je ne sais pas si un ministre de l'Intérieur avait employé le mot racaille depuis narco-racaille. Nicolas Sarkozy. Narco-racaille. Hier, c'était le Rassemblement national qui avait proposé le rétablissement des peines planchées. Oui, alors c'est parce que c'était le RN, il fallait voter contre. Ça n'a pas été voté, que je sache. Non. Mais pour en arriver là, on a Rachel Kahn. Pour en arriver là, on a aussi pendant des années tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire notamment le financement des associations, une espèce de promotion de la drogue larvée dans les milieux culturels, etc. Il y a aussi toute une idéologie autour de ça pour en arriver à ce point de bascule. Mais nous sommes d'accord, mais on en parle depuis combien de temps sur ces plateaux ? Depuis combien de temps ? Toujours connu. Je dis ça par rapport au financement public, c'est-à-dire qu'on a financé. Toute ma carrière professionnelle, j'ai connu le trafic de drogue qui prenait de l'essor. Ah non, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Il n'y avait pas autant de règlements. 600 personnes qui sont prêtes à descendre dans la rue. La drogue quelques minutes maintenant. La drogue est partout. Je me souviens d'un collègue magistrat assassiné à Marseille, Pierre Michel. Ne dites pas que c'est nouveau, ça remonte. La French Connection le remonte sur 70, ça a toujours été. Mais là, ça se répand partout. Partout, dans les petites villes. Il est assassiné par la mafia, le juge Michel. Il a été assassiné par des gros voyous. Oui. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est 600 personnes dans la rue. Oui. C'est-à-dire que c'est un caractère d'émeute. Oui, c'est de bande. Bagarre générale entre supporters des trafiquants. C'est-à-dire que c'est toute une contre-société qui vit de ce trafic de drogue. C'est pas simplement des mafieux qui profitent, qui ont trouvé un créneau exploité. C'est à peu près 4 milliards. Chiffre d'affaires 4 milliards. Quand le ministre Retailleau parle de mexicanisation, faut pas imaginer qu'au Mexique,
des quartiers entiers se soulèvent pour soutenir les trafiquants. Non, c'est pas ça. C'est que les narcotrafiquants ont investi l'État. C'est-à-dire qu'ils ont tellement corrompu la société qu'ils dirigent le pays finalement. Et qui représentent de véritables féodalités à l'intérieur du pays. Et que l'État a beaucoup de mal à se débarrasser de cette pieuvre. Éric Piolle, maire de Grenoble, a pris la parole également sur les narcotrafiquants. Je vous propose de l'écouter. Il faut taper le haut du spectre. Là, il y a une guerre économique qui touche les petits, qui touche les enfants de la République aussi. Là, c'est des enfants qui sortent de l'aide sociale en France ou qui sortent de la police, de la prévention judiciaire. Donc clairement, là aussi, nous abandonnons les enfants. C'est pour ça que la question de la récidive est essentielle et qu'il faut travailler, et qu'il faut que M. Retailleau travaille avec le ministre de la Justice pour faire un vrai plan de lutte contre la récidive. Qui dit ça? C'est Éric Piolle qui dit ça, mais il a raison là-dessus. Mais quel est son plan? C'est la première fois qu'il parle des enfants de la République. Et c'est la première fois qu'il en parle de récidive. Moi, j'ai jamais entendu. Mais épiphanie. C'est un jour saint aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir combien est-ce qu'il y a d'élus en France qui dépendent du vote des narcotrafiquants. Dans les grandes villes. Il y a combien d'élus qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui ont été choisis et adoubés par les petits grossistes et les petits... C'est grave ce que vous dites, Vincent. Oui. Pardon? C'est grave ce que vous dites. Mais moi, je vous parle de la mexicanisation rampante. Vous pensez qu'il y a des élus qui sont en lien avec les narcotrafiquants? Vous croyez que vous avez la sécurité dans certaines banlieues de Paris sans avoir un deal avec justement avec les dealers? C'est inquiétant ce que vous dites. Non, mais écoutons une nouvelle fois le ministre de l'Intérieur parce que il a le mérite effectivement de faire prendre conscience à certains et de dire les choses, Monsieur Retailleau. Et le plus important, comme lorsqu'on est malade quand même, c'est de poser un bon diagnostic. Donc écoutez ce qu'il a dit sur la situation de Rennes. Notre réaction, elle va se dérouler en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la réaction immédiate. J'ai dépêché la CRS 81 qui va être relayée par la CRS 40 pour établir le calme, pour tranquilliser les habitants et pour établir l'ordre républicain. Elle restera le temps qu'il faudra. On va renforcer aussi la brigade spéciale de terrain, qui est une brigade qui connaît bien le quartier, et des renforts vont arriver très rapidement. On va aussi mettre à la disposition de la justice des moyens d'investigation avec l'appui de notre unité nationale d'investigation, avec des enquêteurs qui connaissent très très bien ces trafics. Et on va aussi s'attaquer à l'écosystème par une sorte de task force qui va comprendre non seulement des policiers, non seulement des enquêteurs, mais aussi des gens de l'URSSAF, des inspecteurs du travail, du fisc, pour que on brise l'écosystème à 360 degrés. En tout cas, il y a une volonté politique. Pour le moment, il y a une volonté politique. J'espère que tout le monde sera... Parce que là, c'est pas une question de droite et de gauche. Non. Voilà, on avait une qu'il y aura consensus. Chez Gérald Darmanin avec les opérations Place Net, et on voit bien qu'il n'a pas réussi à endiguer le trafic de drogue. Donc, est-ce que la guerre peut être menée? Est-ce qu'elle peut être gagnée, surtout? Place Net, écoutez, il faut se donner les moyens. C'est ce que dit M. Retailleau, et j'espère qu'il y aura consensus là-dessus. Bon, dans l'actualité, nous sommes avec Patrick Hetzel, et je le salue, je le remercie, qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Pascal Praud. Ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous ai un peu taquiné à l'antenne ces derniers jours. Je dis, à quoi sert un ministre de l'enseignement supérieur? Donc vous allez pouvoir nous répondre parce que j'ai l'impression que vous n'intervenez pas ou vous ne pouvez pas intervenir dans les IEP notamment ou à Sciences Po. J'ai l'impression que vous n'intervenez pas beaucoup en tout cas. Alors on va commencer par Paris. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Luc Vassy, qui est donc le nouveau directeur. J'apprends hier que les 4 étudiants ont été reçus par le nouveau directeur de l'école et il a décidé de lever la mesure conservatoire, donc il a levé la sanction. Donc il n'y a pas de sanction. Donc vous avez des gens qu'on avait vus il y a 3 semaines de cela, qui avaient été identifiés comme ayant participé à une action pro-palestinienne, au cours de laquelle du matériel a été dégradé, notamment sur les stands des entreprises. La sanction disciplinaire, il n'y en a pas, manifestement, puisqu'ils ont été réintégrés. Donc j'interprète ça comme pas de vague, il se passera rien. Et puis vous-même, je sais pas si vous êtes intervenu sur ce sujet, mais on est un peu étonné. Moi j'avais dit on les vire. Comme ça c'était simple, on les vire. C'était radical comme position. L'institution n'a pas suivi, manifestement, et fait preuve de faiblesse. C'est en tout cas l'analyse que je fais. Quelle est la vôtre ? Alors, je ne fais pas du tout la même analyse dans la mesure où, en fait, cette suspension était
provisoire. Et surtout, je tiens à rappeler, et le directeur a eu des mesures extrêmement fermes depuis son arrivée, c'était assez inédit. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de suspension. Je tiens à rappeler que sur l'histoire de Sciences Po Paris, en fait, la section disciplinaire reste saisie, et vous évoquez la possibilité d'une exclusion. En fait, elle ne peut pas être prononcée de manière définitive par le directeur, mais la section disciplinaire peut le faire. Donc, moi, j'attends que la section disciplinaire, maintenant, se prononce. Mais, encore une fois, c'est tout à fait possible. Toujours est-il que le directeur est extrêmement ferme. Ah ben moi je pense qu'il faut rester ferme. D'ailleurs, vous noterez que depuis mon arrivée, je ne fais que rappeler la loi et indiquer qu'il faut de la fermeté et qu'à aucun moment nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne doivent être instrumentalisés à quelque finalité politique. La neutralité politique est une nécessité. Pour moi, ça ne veut rien dire fermeté. Le mot fermeté ne veut rien dire. Est-ce que ces étudiants, selon vous, doivent être exclus définitivement de Sciences Po ? Oui ou non? Pour ma part, je serais favorable à leur exclusion. Bon, alors ça c'est clair. Eh ben écoutez, voilà. Alors je suis content parce que j'ai toujours du mal à interroger les hommes politiques parce qu'ils ne disent pas les choses clairement. Donc vous les avez dit clairement et c'est parfait. Strasbourg qui suspend pareil son partenariat israélien. Sciences Po Strasbourg gèle ses relations avec l'université Reichmann de Tel Aviv. Le ministère de l'enseignement supérieur déplore cette décision. Vous la déplorez, adoptée à des fins de prise de position politique. Monsieur Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères, a également dit que c'était une position affligeante. Le directeur de Sciences Po Strasbourg, Jean-Philippe Heurtin, a dit « Je peux continuer de vous dire que pour moi c'est une erreur, une honte que cette motion ait été votée. Je suis honteux de cette situation, je suis extrêmement peiné. Le mot est faible et surtout choqué par cette situation. » Mais toutes ces personnalités qui, a priori, on pourrait imaginer qu'elles aient le pouvoir, ben finalement non. C'est un conseil d'administration, sans doute infiltré par l'extrême gauche, qui a pris cette décision et personne ne fait rien. Ben là aussi, sur Sciences Po Strasbourg, en réalité, je vous l'ai indiqué, cette décision, je vais le dire très clairement, elle est lamentable et inacceptable dans notre enseignement supérieur. Et d'ailleurs, le directeur de Sciences Po n'aurait pas dû laisser passer cette motion. Le seul débat qui peut avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est le débat autour des partenariats. Là, on est dans l'objet. Mais en réalité, on a détourné l'objet pour aller sur un sujet qui n'a rien à voir, qui est un sujet de prise de position politique. Cela ne fait pas partie des objectifs de nos établissements d'enseignement supérieur. Je puis vous assurer, je l'ai rappelé depuis mon arrivée, ça fait 30 ans que je me bats avec des positions nettes, précises et claires pour faire que notre enseignement supérieur et notre recherche puissent rayonner et avoir une très bonne attractivité. Tout cela va à l'encontre de cela. Donc évidemment, en tant que ministre, je ne cesserai de défendre en fait l'image. Et pour défendre l'image de nos établissements, eh bien, il faut absolument que ces dérives auxquelles nous avons assisté au cours de ces dernières années, on a peut-être laissé faire. Ça revient sur le sujet de tout à l'heure que vous évoquiez. Il faut maintenant revenir au respect des règles de droit dans notre pays, y compris dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette analyse de dire qu'on paye toutes les factures et de tous les manquements depuis 30 ou 40 ans. Vous dites que vous connaissez très bien l'université. Est-ce que vous diriez que l'enseignement supérieur en France est gangréné par l'extrême gauche? Alors, la situation, elle est contrastée, fort heureusement. Et encore une fois, je ne parlerai pas forcément de gangrène pour ce cas précis, parce que en tout cas, elle est infiltrée. L'infiltration, oui, et il faut la combattre parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est confondre la science et le militantisme. Ce sont deux choses de nature différente. Qu'il y ait du débat, la liberté d'expression doit être totale, mais il ne faut pas confondre la liberté d'expression avec le militantisme. Or, c'est ce qui est en train d'arriver. Et ça, il faut absolument le combattre parce que chaque fois que cela intervient, ça va dégrader l'image de nos institutions, à la fois, évidemment, auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens et de manière plus large, évidemment, à l'international. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hetzel, parce que le grand public peut-être ne vous connaissait pas et vous avez une parole claire et on vous pose des questions et vous répondez clairement, ce qui est toujours agréable pour un journaliste.
Et puissiez-vous d'abord être entendu et puis puissiez-vous être efficace. Et c'est ça qui m'importe et que vous ayez les leviers pour faire bouger, changer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Vous avez entendu le carillon d'Europe 1. Merci, merci et vous êtes le bienvenu sur ce plateau, bien évidemment. On peut revoir d'ailleurs cette image que nous voyons. Je le demande à Marine. Voilà, je voyais un ordinateur, mais je me disais que c'était un ordinateur de l'ancienne génération que vous aviez, mais peut-être que je me trompais. C'est un écran de télévision sans doute. C'est pour ça. Non, c'est un ordinateur. Non, c'est un ordinateur. Ah, c'est un ordinateur. Mais bon, non, mais c'est intéressant parce que c'est de voir le ministère. La restriction budgétaire. Là, il y a des. Je me disais, il y a les oignons noirs. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un ancien modèle. Mais bon. Merci, Monsieur Hetzel. Vraiment, merci grandement. Thomas Hill est là. Oui, je suis là. Bonjour. Où êtes-vous ? Je suis là. Je suis un nouveau modèle. Vous êtes, je ne vous vois pas. Vous êtes Don Camillo. Hop, vous apparaissez. Ah, voilà. Bon, tout va bien ? Très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, écoutez, vous avez l'antenne jusqu'à 11h. Bonne antenne sur Europe 1. Que dites-vous ? Non, vous avez dit vous avez l'antenne jusqu'à 11h. Après, il faudra vous la rendre, c'est ça ? Oui. Bon. C'est intéressant ce qu'il dit, Monsieur Hetzel. Mais il n'a jamais été...